Jacques, une autre question qui me revient sur la position des oulémas, Jamiat al-Ulama al-Muslimin, à leur tête Ben Badis, et leur position envers le mouvement national, leur vision des choses et leur contribution, chacun, Ben Badis, Ibrahimi, Tbessi, Al-Uqbi, etc., etc. Voilà. Oui, alors bon, le mouvement des oulémas, il est né dans le mouvement de la Renaissance arabe, al-Nada. Et il était influencé, bien sûr, par les théoriciens, les écrivains du Proche-Orient, en particulier l'Égypte, et d'autre part un peu l'Arabie saoudite, mais surtout l'Irak et la Syrie. Pour eux, en définitive, c'était la culture qui devait remplacer l'islam tel qu'il fonctionnait en Algérie. L'Algérie, c'est un islam confrérique. Et donc, ça veut dire, je prends l'exemple de Messali, les Derkawa, ils avaient leur propre confrérie, aussi bien hommes que femmes d'ailleurs, c'est intéressant. Et chacune était réglée, avait ses propres règles et leurs manières, leurs traditions et la manière dont ils interprétaient ou ils pratiquaient finalement l'islam. Donc c'était un islam pluriel et un islam qui était contrôlé, qui était organisé à partir des confréries. La position des oulémas, c'était de considérer les confréries comme quelque chose d'archaïque et de les remplacer. Et pour cela, pour remplacer les confréries, il fallait d'une part les discréditer sur le plan culturel, en leur disant c'est des ignorants, ils pratiquent des traditions culturelles anciennes, un truc, etc. Mais d'autre part, il fallait avoir les moyens pour pouvoir les développer, des médersa à eux, pour pouvoir développer des instituts, etc. Et pour cela, étant donné que c'était la France qui occupait le territoire, il fallait essayer d'obtenir de la France l'aide dont ils avaient besoin pour pouvoir se développer. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, alors que l'étoile nord-africaine se développait et s'implantait en Algérie, eux, ils ont participé au Congrès musulman avec le Parti communiste et avec donc les oulémas, le Parti communiste et les réformistes. C'est-à-dire qu'en définitive, qu'est-ce qu'ils demandaient à l'époque? Ils demandaient à la France de reconnaître les biens abous, c'est-à-dire les biens de culture morte qui existaient, et de les transférer finalement aux oulémas pour qu'ils puissent gérer les biens abous. Et à partir de là, ils espéraient disposer des moyens financiers pour combattre les confréries et pour essayer de développer un islam à l'échelle nationale, mais qui ne remettait pas en question finalement la présence de l'Algérie française. Elle s'installait à l'intérieur de l'Algérie française, mais un islam dit moderne et contradictoire, différent des confréries. Parce que les confréries, elles avaient des traditions de lutte contre le colonialisme. Il ne faut pas oublier que non seulement les Qadriyas, mais les Rahmaniya, voilà, les Darkawa, etc., avaient combattu avec Abdelkader et les autres, avaient combattu contre la colonisation. Et donc de ce point de vue, c'était aussi une manière de tirer un trait sur cette période, c'est-à-dire où les musulmans des confréries n'acceptaient pas, étaient rebelles par rapport à la colonisation complètement, c'est-à-dire ils refusaient finalement l'assimilation complète, ils voulaient garder leur tradition et leur organisation. Ça continuait, ça a joué un rôle, les confréries ont joué un rôle beaucoup plus important que les oulémas dans la mesure où eux, ils ne s'identifiaient pas à l'Algérie française, mais au contraire, ils les considéraient comme des conquérants et des envahisseurs. C'est tout à fait une logique différente. Donc quand on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les oulémas ne font pas une opposition particulièrement par rapport au régime de Vichy. Dans la mesure où le mufti de Jérusalem, El-Husseini, il était reçu par Hitler et qu'il avait levé
des brigades pour aller combattre sur le front des brigades nazies, pour aller combattre finalement contre les Russes. Il ne faut pas oublier que Mohammedi Saïd, qui lui va devenir le responsable de la Wilaya 3, il a été aussi là-dedans, dans le Karna, c'est-à-dire des organisations qui étaient pro-allemandes. Et il sera responsable de la Wilaya 3, et il va défiler avec il avait le casque nazi sur la tête. Vous voyez la différence. Et donc les questions qui sont posées en 1945, c'est quand il y a le mouvement révolutionnaire qui se développe en Algérie, avec les amis du manifeste et de la liberté, les oulémas sont à côté. Ils ne participent pas. Non seulement ils ne participent pas, mais ils se retrouvent en difficulté, dans la mesure où les jeunesses des oulémas rejoignent le PPA dans les comités qui sont mis en place des AML. Et c'est vrai dans le Constantinois. Toute la jeunesse à JMA, qui était finalement la jeunesse des oulémas, rejoint les rangs du PPA. Donc de ce point de vue, les oulémas se retrouvent marginalisés par rapport à la question nationale. Donc ils n'ont joué aucun rôle dans la création d'une identité algérienne, dans la mesure où ils réclamaient simplement la gestion des biens Habous pour finalement faciliter également la paix de l'Algérie française, à l'intérieur de l'Algérie française, pour éviter qu'il y ait des rebelles comme les Rahbaniya ou bien les Darkawa qui continuaient à garder leur tradition de résistance à la colonisation. Donc voilà. Et donc les oulémas après, ils ont rejoint naturellement le FLN. Ils se sont retrouvés au Caire. Alors il y avait bien sûr des différences entre Tébessi, entre finalement, Ben Badis va disparaître à peu près, entre Bayoud par exemple, qui est au Caire et qui est proche, des messalistes. Et il va être arrêté d'ailleurs lui aussi, Bayoud. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette diversité d'opinions. Certains étaient proches du nationalisme algérien, certains, et donc ils se retrouvaient sur les positions du PPA, tandis que d'autres se retrouvaient carrément dans le mouvement qui était développé en Égypte et ailleurs, par Al-Azhar en particulier, et ils étaient sur les positions du nationalisme arabe, ce qui n'est pas la même chose, de la culture arabe. Tandis que finalement, les confréries n'étaient pas sur cette ligne-là. C'était quelque chose de différent. Donc voilà la position. Et donc les oulémas n'ont joué aucun rôle, ni sur le plan intellectuel, ni culturel, ni organisationnel, pour la guerre d'indépendance, la guerre de libération. Et donc ils avaient une vision de la nation qui était antinomique avec celle du PPA et de Messène. Donc dans ce cas-là, d'après ce que j'ai compris, donc ils étaient déjà en divergence avec les confréries d'El-Qawa, Oui. Sachant que les Del-Qawa, eux, au contraire, ils étaient Oui. proches du PPA, ils ont contribué Oui. à la rébellion ou la révolution. Par contre, il y a une autre chose, par exemple, lorsqu'on dit que Ben Badis, il avait deux journaux, Shihab et Basair, et alors que c'est la même personne, on va dire, mais les écrits dans les deux journaux sont différents. Comment on explique ça? Oui, parce qu'il y avait des différences culturelles. Il y avait des courants différents. C'est-à-dire les uns se revendiquaient de tels maîtres et d'autres développaient des analyses différentes. Mais globalement, et c'est ça qui est intéressant, dans deux journaux qui peuvent développer des sensibilités différentes, il y avait quand même globalement la même analyse. C'est-à-dire que de ce point de vue, il ne faut pas combattre le colonialisme, mais il faut lui imposer, en définitive, que les oulémas doivent récupérer des biens Habous, pour développer un islam dit réformiste, dit un islam moderne, contre l'islam archaïque et rétrograde des confréries. C'était ça. Et donc il y avait des nuances ou des sensibilités différentes dans les deux journaux, mais le fond, il était le même. Mais justement, je reviens sur lorsqu'il y avait la discussion avec Ben Jelloul,
à Paris avec le Congrès musulman en 1936. Est-ce que et le jour où ils sont rencontrés au stade municipal d'Alger et personne n'a donné la parole à Messali sauf Ben Bedis, comment on peut comprendre la position de Ben Bedis? Est-ce qu'il a compris ou il a donné la parole? C'est le seul qui a donné la parole à Messali pour prendre 5 minutes de parler et il a chamboulé complètement la réunion du stade, ou bien on la comprend autrement. C'est-à-dire que Ben Badis, dans les discussions, y compris qu'il y a eu avec Messali, hein, il considérait que Messali c'était aussi un Erkawa. Et donc de ce point de vue, c'est un musulman. Le fait qu'il ait été marié avec une Française, qu'il ait été au Parti communiste et tout, secondaire. C'est quand même un musulman. Et en même temps, ce musulman, il n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'était aussi un zaïm. C'est-à-dire qu'il avait les trucs. Et pour que le congrès musulman ne soit pas dynamité par Messali, Ben Badis, il a compris beaucoup mieux que les autres qu'il valait mieux lui donner la parole. C'est pas parce qu'il était d'accord avec lui, c'est pas parce qu'il le sensibilisait, c'est parce qu'il voulait éviter, ce qu'il ne pourra pas éviter d'ailleurs, c'est un coup d'éclat de la part de Messali, parce que Messali lui s'accroche dans les couches profondes de la population. C'est-à-dire non seulement la nation, c'est nous le peuple algérien, mais nous allons changer profondément, non seulement le colonialisme, mais nous allons créer finalement, véritablement, le peuple algérien dans la diversité de ses populations, juifs, européens et musulmans. Et ça, c'était antinomique avec les oulémas qui voulaient garder le colonialisme à condition qu'on leur donne finalement les biens habous et le contrôle finalement sur les médersas et le reste. Donc ça, et Ben Badis, il était là-dessus. Et d'ailleurs, quand il y aura en 1945, un peu avant, bon, il a vu lui-même d'ailleurs les jeunesses, les JMA, c'est-à-dire les jeunesses des oulémas, finalement passer dans le camp du PPA. Ça, c'est pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1942. Donc, il n'y a pas du tout une volonté ou autre chose. C'est simplement la compréhension tactique par rapport à Messali, qui redoutait d'ailleurs profondément Messali. Donc, en conclusion, il n'a pas compris, quoi. Même si le Messali lui a parlé, que voilà, que vous faites fausse route avec Benjelloul. Oui. Donc voilà. Oui, il lui a expliqué, il a dit, bah, oui, mais d'accord, mais est-ce que vous touchez à la colonisation? Ah ben non, on ne touche pas. Non, nous, on est sur une autre ligne que celle de la remise en question de l'État algérien, de l'Algérie française, etc. Il n'y a aucun texte des oulémas qui remet en question fondamentalement la question de la colonisation. Moi, j'en connais pas. Justement, je reviens sur Ben Bedis, parce que j'ai lu pas mal de questions, pas mal de trucs sur lui, et sachant que lui, lorsque les oulémas, voilà, ils ont été formés, ou construits, ou constitués, Ben Bedis, il n'était pas. Ils l'ont ramené Oui. pour présider ça. Pourquoi Ben Bedis? Pourquoi lui-même et qu'est-ce qu'il représente au fait? Bah, c'est-à-dire, premièrement, c'était une personnalité. Et ensuite, il était passé par la zitouna donc il avait une culture, finalement, qui avait été apprise à la zitouna, qui n'existait pas en Algérie. Parce qu'en Algérie, il n'y avait pas un islam national. Parce que la régence d'Alger, il n'y a pas eu, comme il y a eu la Karawine ou bien la zitouna. Il n'y en avait pas. C'était des Turcs. Ces Turcs étaient musulmans comme moi je suis astrodote. Bon, c'était rien du tout. Ils n'ont pas créé du tout ni une université, ni le reste. Les grandes médersas qui existaient en Algérie, c'était à Constantine, surtout à Tlemcen. C'est à Tlemcen qu'on a les fameuses médersas de Tlemcen, dans lesquelles il va y avoir tous les savants. Il y a des savants qui vont travailler, qui étaient rattachés aussi bien avec le Maroc qu'avec l'Espagne. L'Espagne à l'époque, jusqu'au XVe siècle, jusqu'en 1492, il y avait constamment
entre Tlemcen, Tlemcen, Oujda, le sud du Maroc, Marrakech, etc., et l'Andalousie. Il y a toujours eu des contacts culturels qu'on retrouve dans l'architecture, notamment on retrouve des analogies dans la construction des mosquées ou des bâtiments religieux, aussi bien dans le sud de l'Espagne, à Grenade et ailleurs, qu'au Maroc, qu'à Tlemcen. Ça, c'est très intéressant de voir cette formation. Voilà. Et j'en reviens, je me suis rappelé quelque chose. Est-ce que il y a un jour, Messali, il a rencontré Brahimi, et apparemment ils disent que Brahimi l'a chassé de chez lui. Brahimi, il a chassé Messali lorsqu'il a su, ou quelqu'un lui a dit qu'il était marié avec une Française. Est-ce que vous confirmez ça ou c'est Non, pour moi, c'est une anecdote. une anecdote? C'est pas important. Est-ce qu'il l'a rencontré déjà? Je sais pas. D'accord. Non, il y a des détails que j'ai pas gardés. Moi, je regarde un peu l'analyse de l'historien Hmm. et non pas les fragments de trucs qu'il a vus, etc., etc. Oui, mais vous C'est savez, pas important. ouais, Pour moi, hein, c'est pas important parce que j'analyse quand même des événements globaux avec des expressions politiques, avec des expressions idéologiques, culturelles, etc. hmm, Maintenant, les faits divers, la kharaïf, tout ça, bon, c'est pas mon domaine. ok.